J'ai mis longtemps à réellement écouter la musique de Kiss. Au départ, je me basais sur des idées reçues, des représentations, notamment à travers les écrits de certains journalistes qui les qualifiaient de piètres musiciens, qui disaient que c'était de véritables démons tout dédiés au sacro-saint dollar et qu'ils étaient les auteurs d'une discographie pas vraiment homogène. Et puis petit à petit, comme je lisais les interviews dans les années 90 dans les canards de hard rock, l'époque Unmasked pour Kiss, pas vraiment la meilleure période, j'ai commencé à lire les interviews de Gene Simmons et de Paul Stanley et je les trouvais ces interviews plutôt pas mal, je les trouvais plutôt pertinents, plutôt intelligents avec des argumentaires plutôt étayés. Alors à cette époque-là était sortie la compilation Hard to Believe où à l'époque il y avait pas mal d'acteurs de la scène alternative qui avaient repris des titres de Kiss, notamment il y avait Nirvana dessus, les Hardons et les Melvins de mémoire. Il y avait un petit peu plus tard la compilation officielle Kiss My Ass chapeautée par Kiss. Il y avait tous les musiciens que j'admirais, dont j'adorais la musique, qui étaient des fans de Kiss, Dimebag Darrell, Vinnie Paul, Dave McClain, Abbath, Kim Thayil de Soundgarden. Donc ça commençait à faire quand même un petit peu beaucoup et je me disais il y a peut-être un petit peu plus derrière ce groupe que les maquillages et les plateformes boots. Et puis mon cousin est devenu fan, il a commencé à écouter le groupe, donc par ricochet j'ai écouté aussi et là j'ai compris la ribambelle de hit et puis véritablement tout ce qu'ils avaient pu apporter au rock et au hard rock américain. Tout ça je l'ai compris en découvrant la grande qualité de leur musique et je suis devenu assez fan. À ma connaissance, si vous avez un contre-exemple, je vous invite à le mettre en commentaire, mais à ma connaissance, Kiss, c'est le seul groupe dont les 4 membres originels ont écrit chacun une autobiographie, donc elles sont toutes parues pour l'instant aux éditions Cameo Blanc, donc il y a celle de Gene Simmons, celle de S. Wiley, celle de Peter Criss, et donc la dernière qui restait à sortir, celle de Paul Stanley, donc qui est sortie il y a quelques semaines chez Cameo Blanc, donc Face the Music. Alors pour être tout à fait honnête, je n'entendais pas grand chose de cette autobiographie, ça n'a jamais été mon personnage de Kiss préféré, Paul Stanley, et pourtant c'est vraiment une autobiographie que j'ai lue très vite, que j'ai véritablement adorée et que je vous recommande chaudement parce que j'ai vraiment découvert l'homme derrière le Star Child et derrière le maquillage, un homme plus complexe que ce qu'il ne paraît au premier abord, quelqu'un de très franc qui vraiment n'hésite pas à balancer d'une part sur les personnes avec qui il a travaillé, sur les événements de la vie privée qui l'ont beaucoup impacté et puis sur plusieurs éléments de Kiss qui sont un petit peu controversés, notamment les participations extérieures et puis tout un petit peu les trucages qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de Kiss. Donc c'est véritablement passionnant, même si vous n'avez pas de groupe, restez ne serait-ce que pour les anecdotes, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Rizem. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, Paul Stanley. Face the Music, l'autobiographie de Paul Stanley de Kiss. Alors, on va choisir, on pourrait, avec les 3 autres autobiographies, plus le premier manager de Kiss qui s'appelait Bill Aucoin, qui a fait qui a beaucoup parlé, c'est un manager qui est très très célèbre, légendaire aux États-Unis, qui a beaucoup parlé de l'histoire de Kiss. Si vous allez sur YouTube, vous avez des émissions entières où Bill Aucoin raconte les débuts de Kiss, ou en tout cas toute la période où il les a managés. On pourrait rassembler les divers éléments de l'histoire de Kiss, tous les éléments qui se recoupent, où ils semblent tous raconter la même chose pour faire une véritable Kiss Story, mais c'est quand même plus intéressant de raconter à chaque fois, suivant le personnage, la manière dont il voit l'histoire. Donc aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Kiss vue par Paul Stanley. Alors Paul Stanley, il naît en 1952 à New York. Alors dès le départ, on peut pas dire qu'il tire les meilleures des cartes, vu que avec ses parents, c'est pas vraiment la joie. Sa mère, elle est froide, distante, elle lui donne pas vraiment l'amour dont lui il a besoin. Son père, il est complètement paumé entre ses enfants, sa femme et sa maîtresse. La sœur de Paul Stanley, donc qui est son aînée, elle a des problèmes psychiatriques, elle a des crises de violence, elle fait peur à Paul Stanley. Il dit que quand il est petit, il en a peur, il a peur de ces crises. Et très tôt, elle prend des stupéfiants. Elle quitte le foyer assez tôt. Elle se retrouve à prendre de la drogue. Elle a un enfant très jeune qu'elle abandonne à ses parents. D'ailleurs, ça sera Paul Stanley raconte qu'il restera toujours très lié à sa nièce qu'il prend véritablement sous son aile. Et quand il est jeune, il a aussi malheureusement une infirmité. Il est complètement sourd de l'oreille droite et il a une infirmité à une oreille, ce qui fait que ses camarades de classe le surnomment affectueusement le monstre. Donc il demande des conseils à ses parents et notamment à sa mère. Les autres enfants de l'école, ils sont méchants avec moi. Comment je
je peux faire. Il dit, ben, t'as qu'à les frapper, tu verras que ça les calmera. Donc il n'est pas vraiment convaincu, mais un jour il en chope un, il le frappe, le gamin il se met à pleurer, mais le petit Paul Stanley, en fait, il voit bien que c'est pas la solution, c'est par les Flanagan, donc il voit bien que la violence n'est pas une solution et que ça sert à rien finalement de frapper les autres, et surtout il comprend pas pourquoi les autres sont méchants comme ça gratuitement avec lui. Par-dessus le marché, il découvre l'antisémitisme le plus crasse quand à 13 ou 14 ans, il se fait virer de chez un de ses crushs. Quand la fille lui dit ah mais mes parents savaient pas que t'es juif, maintenant qu'on le sait on préfère que tu partes. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup pour le petit Paul Stanley qui prend quand même des coups au moral depuis qu'il est gamin, et à l'âge de 14 ans il décide tout seul de se prendre en charge et il va consulter un psychiatre pour qu'il puisse se décharger un petit peu de ses problèmes. Et ça montre vraiment la détermination qu'il avait déjà à cet âge-là et toute la volonté qu'il avait quand d'autres gamins auraient sombré peut-être dans la drogue ou la délinquance. Lui, il essaye de se prendre en main pour s'en sortir. Il y a quelque chose qu'il adore, c'est la musique. C'est un inconditionnel des Beatles, c'est un inconditionnel, enfin surtout des Beatles, ensuite des Rolling Stones, du blues, il adore Robert Johnson, il adore Howling Wolf, Robert Johnson, Elvis Presley, il regarde les émissions à la télé, il est fasciné, il adore la musique, il est fasciné par la musique. Et il se dit, très très tôt, je veux moi aussi être un musicien, je veux être un chanteur, et surtout je veux être célèbre. Alors les gens lui disent, oui mais tu vas pas y arriver, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, mais si, je serai célèbre et je vais réussir. Alors c'est la galère au départ, il doit travailler pour s'acheter un instrument, pour prendre des cours. Il découvre très très vite, il est très lucide sur ses capacités, il découvre très vite qu'il sera jamais un Eric Clapton, qu'il sera jamais un soliste, donc du coup il se concentre sur la composition et sur le chant et sur la guitare rythmique. Il cherche des musiciens et un jour il tombe sur un musicien, un grand mec, il dit plutôt rondouillard, pas vraiment sympa, assez condescendant, qui est très fier de ses compositions qui sont pourtant pas terribles. Le contact passe pas très bien la première fois, mais ils décident de se revoir. Et puis quand ils discutent un petit peu ensemble, ils découvrent qu'ils ont quelques points communs, mais des points communs qui sont super importants. Une grande détermination et le fait que la musique, justement, ce n'est pas que de la musique, qu'il faut souvent l'habiller d'autres choses, qu'il faut tout un décorum, toute une mythologie derrière, et qu'il y a parfois, pour pouvoir se faire remarquer, tout un environnement à créer pour pouvoir se différencier des autres. Ce bassiste, évidemment, c'est Gene Simmons. Ils vont rapidement travailler avec Paul Stanley dans leur projet, donc on voit véritablement les débuts de Kiss, comment ils pensent les maquillages. Alors évidemment, après, il y a les légendaires auditions de Peter Criss, de Ace Frehley qui arrive pour son audition avec 2 baskets de couleurs différentes, où Paul Stanley dit qu'il remarque très vite que c'est quelqu'un qui est excentrique, mais qui est à l'image de son excentricité dans son jeu de guitare, qui est extrêmement talentueux. Quand Peter Criss il est très limité, il est limité techniquement, mais qu'il a une espèce de feu en lui qui arrive à convaincre les autres que c'est le gars embauché. Alors c'est là le fameux logo, les fameux S, comment ils se choisissent, le Demon, le Starchild, le Catman, toute cette période-là où vraiment ils pensent le projet Kiss, les platform boots, les déguisements au départ un petit peu cheap, quand Gene Simmons il crache du feu, etc., etc. Et c'est là qu'ils font des premiers shows en fait dans les clubs, et ils disent que le maquillage leur permet de mettre une distance entre eux, entre leur personnage et le public, ce qui permet en fait, même les gens qui se foutent de leur gueule, ça les atteint pas, et ils commencent à se faire remarquer. Ils se font remarquer notamment par le manager dont je vous parlais au début, Bill O'Coin, qui les prend sous son aile et qui lui est un très bon manager, quelqu'un véritablement de visionnaire, et qui les aide à décrocher leur premier contrat en fait dans un label. Donc c'est grâce à lui qu'ils signeront pour leur premier album. C'est lui qui aura l'idée des live, en disant mais les mecs vous êtes super forts en live, mais on retrouve pas votre énergie en studio, donc ça serait bien que vous puissiez proposer un live, ça sera un grand succès pour le groupe. Paul Stanley dit le génie marketing, celui qui a compris qu'on pouvait décliner la marque Kiss et la faire partir et justement faire du business avec ça, c'est lui, c'est pas Gene Simmons. Gene Simmons a fait croire qu'il était un génie du marketing, mais en fait c'est Bill O'Coin qui en a eu le premier l'idée. Enfin, les débuts, c'est véritablement très exaltant parce qu'on voit vraiment combien ils sont en feu, combien ils sont unis, et combien le projet de Paul Stanley, c'est-à-dire de décliner
ce fantasme, cette vision qu'il a des Beatles, donc ces quatre jeunes garçons dans le vent, donc surtout ces quatre jeunes unis contre le reste du monde et vraiment hyper motivés, prêts à bouffer le monde entier et à composer tous ensemble la musique. Chacun participe à la composition, le batteur chante, etc., etc. Il a ce fantasme de vraiment créer un groupe, de créer une équipe, de créer finalement une entité plus grande que les membres eux-mêmes. Et au départ, il y arrive. Et quand il rentre au studio, donc les premiers albums, il y a un petit peu des difficultés à se faire, à véritablement rencontrer le succès. Ça monte petit à petit. Et dès le départ, en fait, Paul Stanley, il est véritablement très clair sur, par exemple, les collaborations extérieures, notamment quand il parle de l'enregistrement de l'album Destroyer et donc du producteur Bob Ezrin. Il dit, par exemple, que c'est lui qui a aidé en fait Peter Criss à créer la partie de batterie sur Detroit Rock City. Il dit que le solo de Ace Frehley, vous voyez le pont en fait où il y a le super solo iconique, c'est pas Ace Frehley qui l'a trouvé, mais que c'est le producteur qui le lui a fredonné. Il dit que vraiment il y a eu de nombreux apports du producteur et des personnes extérieures au groupe pour aider le groupe, et que tout en fait n'est pas dû à leur talent et à leur composition, et notamment pour la chanson Beth, donc une des plus célèbres chansons de Kiss chantée par Peter Criss. Il dit non mais en fait il y a Peter Criss, il est arrivé avec 3 trucs griffonnés sur des bouts de papier, il avait quasiment que dalle, donc c'est le producteur qui a tout fait, qui a galéré pour arriver à lui faire chanter 4 lignes justes, qui après a bidouillé le tout, qui a fait les orchestrations. Lui il a pas fait grand chose, mais Paul Stanley dit qu'à partir de là Peter Criss s'est dit c'est moi le véritable génie du groupe, et c'est là que commencent véritablement les problèmes. Des problèmes d'ego dans le groupe, et surtout des problèmes d'alcool et de drogue. Quand Paul Stanley et Gene Simmons, eux, c'est plutôt la partie, la partie stable, ceux qui réfléchissent un petit peu, ceux qui gardent le contrôle. Ace Frehley et Peter Criss, c'est vraiment la partie rock'n'roll, qui prennent de la drogue, qui picolent, etc., etc. D'autant plus que dès le départ, Paul Stanley et Simmons, ils ont ce côté un petit peu calculateur, un petit peu, mais pour définir un petit peu l'axe de carrière du groupe. Et à un moment, il raconte qu'au début, en fait, les premiers temps où il connaissait Peter Criss, un jour, il leur avait sorti son zboob, comme ça. Il leur avait dit, regardez ma bite. Et les autres, ils étaient là, ouais, fait super, quoi. Et qu'une autre fois, en fait, ils étaient en train de charger le matériel, parce que Ace Frehley lui refusait systématiquement de charger le matériel dans le van. Donc les autres, ils avaient dit, putain, il est méga casse-couille, mais plutôt que de le perdre, on va le faire à sa place. Et que pendant que les autres y rangeaient, lui, pareil, il avait sorti son zboob, il avait dit, regardez ma tub, elle est comme ça au repos. Et il a cette phrase assez dure, Paul Stanley, il dit, quand vous avez rien d'autre à offrir au monde que votre sexe, c'est que finalement, quelque part, vous êtes quand même assez limité. Et donc les premières tensions arrivent, donc à ce fois il a toujours picolé, mais il finit par picoler de plus en plus. Mais il dit qu'au départ, dans cette première période, c'est relativement gérable. Que Paul Stanley trouve Ace Frehley qui est couché en fait dans un hall d'hôtel, et il lui dit mais qu'est-ce que tu fous là? L'autre il dit je suis en train de parler à mes nouveaux amis qui sont par terre. Il dit écoute, bonne journée. Il me dit ouais putain mais fais gaffe, t'es en train de l'écraser là. Donc il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi la fois où Ace Frehley il est en train de se maquiller, et en fait il y a Peter Criss qui arrive complètement à poil et il lui pose son zboob sur l'épaule, et l'autre il se retourne mais pas gêné par décontenancé du tout, il fait un bisou au zboob, et tous les autres ils disent non mais vraiment Ace, tu es the chief parce que tu es quelqu'un qui veut tout goûter. Il y a toute cette partie qui est un petit peu amusante. Et petit à petit, ça commence à se fissurer, les tensions deviennent de plus en plus importantes, les prestations live du groupe se ressentent, les mecs ils participent de moins en moins à la composition, des mauvais choix de producteurs. Dans les années 80, le groupe commence à aborder, il commence à partir sur une pente descendante. Peter Criss est viré, il commence à se démasquer, les fringues fluo, ils deviennent un groupe de air metal assez classique, ils sont au bout d'un moment complètement paumés et le public suit plus. Gene Simmons traîne de plus en plus avec des artistes, avec des acteurs, il participe de moins en moins à la composition, mais il se vante toujours autant dans la presse, ce qui énerve Paul Stanley. Côté vie privée, Paul Stanley, il a jamais vraiment réussi à combattre ses démons, sa timidité. Il dit que derrière le Star Child, et même derrière son personnage de Paul Stanley, il y a toujours un gamin paumé qui sait pas comment parler aux autres, qui sait pas comment arriver à se comporter en fait dans la vie. Donc il surjoue ce personnage, comme dans la scène de The Decline of Western Civilization,
le numéro 2, là où en fait on voit Paul Stanley qui est couché au milieu de Playmet, et il dit que finalement l'argent, donc les voitures, les Playmet, les beaux appartements, tout ça, en fait ça le soigne pas et que ça guérit pas son mal. Et c'est un petit peu en filigrane, un petit peu l'axe par lequel j'aimerais aussi orienter cette vidéo, c'est qu'est-ce qui fait courir des multimillionnaires comme ça à plus de 70 balais. Il a une opération, alors côté vie privée avec sa première femme, ça se passe pas du tout bien. Il subit une opération à un moment parce que vraiment son handicap, il se fait opérer donc de l'oreille et il rencontre des personnes qui ont pareil des handicaps, et c'est en se tournant finalement vers les autres qui finit un petit peu par trouver une sorte d'échappatoire à sa douleur, et c'est finalement quand il se séparera également de sa première femme et qui se mariera avec la deuxième, qu'il trouvera là également un petit peu plus de bonheur, un petit peu plus de sens à sa vie, notamment quand il aura ses trois autres enfants avec sa deuxième femme. Donc il y a toute cette partie-là. Ils arrivent à l'époque donc dans les années 90, l'époque du grunge, de cette compilation, et il y a pas mal de groupes bizarrement de grunge qui apprécient Kiss, parce que aux États-Unis ça a véritablement été un matraquage dans les années 80 et tout le monde a plus ou moins apprécié ou subi Kiss. Donc ils profitent un petit peu de tout ça. À un moment, Gene Simmons, il n'a pas la meilleure idée du monde en disant on va nous aussi se diriger vers le rock plus dur, vers le rock un petit peu sombre. Et Paul Stanley lui dit ça va pas, non, on est Kiss, on a toujours célébré la vie, la fête, les filles, etc. On va pas se mettre à se tourner vers l'introspection et vers la dépression. Les gens ils vont rien comprendre, ils vont pas du tout y adhérer. Et à cette époque-là, donc il y a de nouveaux membres dans le groupe, et ils ont une super bonne idée. Ils font les conventions Kiss, les Kiss Convention, je crois que ça s'appelait aux États-Unis, où c'est des espèces de journées où il y a tous les membres de Kiss. Ils invitent donc les fans VIP évidemment qui banquent un maximum à venir lors de journées où ils sont en fait dans des espèces de lieux où il y a toutes sortes de trucs, les disques d'or, les tenues, les instruments, et il y a un petit set acoustique à la fin où les fans choisissent les morceaux, etc. Et du coup, MTV, qui à cette époque fait pas mal de MTV Unplugged, leur dit venez les gars, vous faites du Unplugged plutôt bien, venez faire votre Unplugged à vous. Et ce qui serait bien, c'est que vous puissiez demander à Peter Criss et puis à S. Frehley de participer avec vous sur ce projet. Alors ils les appellent, ils participent au MTV Unplugged, sur quelques morceaux, ça marche hyper bien, reformation, donc ils voient bien qu'il y a encore un public en fait pour Kiss, il y a la reformation, donc ça marche super bien au niveau du même si les mecs il dit que Peter Criss en fait ils ont dû lui apprendre les parties de batterie comme ils auraient appris un tour à un petit chien tellement il était incapable de jouer ses parties. C'est ce que dit en tout cas Paul Stanley. Et finalement, comme il n'y a rien de résolu entre les membres, ça finit par se fissurer, malgré la composition d'album Psycho Circus et puis après Sonic Boom, ça finit par se fissurer, ça finit par se casser la gueule. Il y a le décès aussi de Eric Carr, où finalement là aussi il y a une introspection de Paul Stanley, où quand il dit qu'il va à l'enterrement du deuxième batteur de Kiss, Eric Carr, qui est décédé d'un cancer foudroyant, tout le monde le regarde de travers et il comprend que finalement, lorsqu'il a exclu Eric Carr, finalement il lui avait enlevé la chose qu'il avait la plus précieuse au monde, et que c'est ça qu'il a en quelque sorte achevé, et en quelque sorte ils l'ont abandonné. Donc il y a cette prise de conscience qui est un moment qui est assez terrible. Et puis après la dernière partie, donc avec les derniers membres en fait, avec Tommy et puis Eric Singer, où il dit que c'est la meilleure partie de l'histoire de Kiss, là où moi je les ai vus en live lors de leur premier passage au Hellfest, qui était vraiment un super show en fait, et en plus c'était avant en fait qu'il y ait les accusations de bande, parce que vu comment il chantait faux en fait Paul Stanley sur I Was Made Up for Loving You et puis d'autres morceaux, il n'y avait pas de bande sur scène, croyez-moi. Ça, les accusations arriveront un petit peu plus tard, et le livre, comme il est sorti il y a plusieurs années aux États-Unis, il fait pas mention de ça, mais après notamment à la fin, il parle de Gene Simmons en disant Gene, il a passé toute sa vie à construire une carapace, comme moi j'ai cherché à l'introspection et à résoudre mes problèmes. Donc à l'âge qu'il a maintenant, cette carapace qu'il a construite toute sa vie, il ne va pas la casser. À partir du moment où j'ai compris ça, on ne s'est plus jamais discuté. Et à la fin, il lui dédicace en fait le livre en disant finalement, c'est mon seul frère dans le groupe. Et en fait, quand on est à ce niveau-là, donc à plus de 70 balais, et qu'on a donc une entité, qu'est-ce qui fait courir
effectivement, quelqu'un comme Gene Simmons et comme Paul Stanley, c'est pas l'argent, la légende elle est déjà établie, le mythe il est déjà établi, et finalement c'est d'avoir créé cette entité qui est plus grande qu'eux. Ils auraient le fantasme de se dire, bon ben, on va, enfin ils en ont parlé déjà plusieurs fois, Gene Simmons ça me parlait beaucoup, disant, personne n'est irremplaçable, ni Ace qui a été remplacé, ni Peter Criss, ni moi, Gene Simmons, ni Paul Stanley. Paul Stanley dit pareil, on aimerait bien qu'il y ait des mecs un jour qui prennent notre place, qu'on soit remplacé, et que l'aventure Kiss continue. Alors, je suis dubitatif parce que moi, de mon point de vue, ça fonctionnerait pas parce que derrière le Star Child et derrière Demon, enfin, il y a aussi des mecs. On sait que Gene Simmons et Paul Stanley, c'est pas des mecs de la haute, c'est des mecs qui sont partis de la rue, qui avaient beaucoup de détermination, il y a eu beaucoup de boulot, c'est une histoire en fait, ouais, en gros typiquement américaine, donc il y a la légende du travail et puis de tout ce qu'ils ont de gamins de banlieue qui ont réussi à crever le plafond. Là, si t'as des mecs un petit peu random, aussi talentueux qu'ils soient, qui viennent les remplacer, ils habiteront pas le groupe et l'entité Kiss de la même façon que ceux qui l'ont créé. Donc pour moi, ça fonctionnerait pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui aimeraient certainement voir Kiss, s'ils n'ont jamais eu l'occasion de les voir, que ça soit Paul Stanley ou pas. Il y a bien les Australian Pink Floyd, tous les trucs comme ça, tous les grands groupes de cover qui font des grandes salles, les Rabbits pour les Beatles, fait toutes sortes de trucs comme ça. Il y a même des trucs de métal, des cover bands de Judas Priest, de Sabbath, de Metallica, etc., de Maiden, fait de plein d'autres. Moi j'y vais pas, je trouve ça naze, ça m'intéresse pas. Il y a des groupes, j'ai jamais vu les Ramones en live, mais je les verrai jamais. Je vais pas aller voir un cover band les applaudissant comme si c'était les Ramones, je m'en fous. Mais il y a des personnes qui sont pas comme ça, donc je sais pas, peut-être que ça fonctionnera. En tout cas, eux, cette entité qu'ils ont construit, ils voudraient la mener le plus loin possible, et finalement ce qui les continue à les faire courir, c'est finalement un petit peu tous les à côté, quand il raconte à la fin, parce qu'il est beaucoup tourné au départ, il est vraiment renfermé, le livre il commence, il est en train de faire son maquillage, il est tout seul, il y a un petit peu un côté clown triste, un côté mélancolique, et la fin, il dit, je suis juste membre de la Kiss Army, ni plus ni moins qu'un fan, même si les fans m'ont permis d'avoir un train de vie extrêmement luxueux, extrêmement agréable, et de pouvoir en gros faire un petit peu tout ce que je voulais, en fait, en tout cas d'être à l'aise, en tout cas financièrement, et de vivre mon rêve. Mais il dit à quel point ça a été émouvant à certains moments quand il y a des fans qui sont venus le voir, qui ont dit la musique de Kiss m'a aidé, la musique de Kiss m'a sauvé la vie, etc., et qui dit que ça finalement, c'est le truc qui est plus important que tout, plus important que l'argent, que le succès, que c'est finalement ce qui le nourrit et qui lui fait dire que finalement il a eu raison de croire à son rêve. Donc l'autobiographie de Paul Stanley, vraiment ça m'a beaucoup surpris, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est vraiment quelqu'un qu'on découvre, je pense pas qu'il fait l'impasse sur beaucoup de choses, donc il y a de l'anecdote, il y a des moments drôles, il y a des moments émouvants, enfin vraiment moi ça m'a vraiment surpris, donc c'est un bouquin que je vous conseille chaudement. On va se retrouver très vite, donc du coup, pour une prochaine émission, et surtout en attendant, n'oubliez pas... Lisez, bande de salauds.